Bonjour et soyez les bienvenus. L'année 2022 commence avec de belles perspectives pour la Côte d'Ivoire, ce pays qui est un acteur économique majeur de la sous-région ouest africaine. Pourtant, l'année 2021 n'a pas été du tout aisée. Beaucoup de réformes, beaucoup de difficultés, mais aussi des acquis sur lesquels les autorités pourront s'appuyer pour impulser la relance économique tant souhaitée par le président ivoirien Alassane Ouattara. Mesdames et messieurs, aujourd'hui dans notre magazine Éco-Débat, Côte d'Ivoire, relance économique, les grands acquis de 2021 et les priorités pour 2022. Analyse et décryptage avec nos invités du jour, Emmanuel Akani, journaliste, directeur de publication de Miniteco, un site spécialisé sur les questions économiques ivoiriennes. Merci d'être avec nous. Bonjour. Et avec vous ici en studio, monsieur Kwame Serge Alain Kouadio, vous êtes consultant en développement. Merci aussi d'être avec nous. Merci, monsieur Soumaro. C'est un plaisir pour moi d'être sur votre plateau de télévision. Alors, nous sommes entrés dans cette année 2022. On retient que 2021 aura été marqué par beaucoup d'actualités, beaucoup d'activités au niveau de la Côte d'Ivoire, dans l'Afrique de l'Ouest particulièrement, mais au niveau de la Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que vous retenez de fondamental? Quelles sont les grandes réalisations pour la Côte d'Ivoire en 2021? Au niveau de l'année 2021, il faut dire que déjà on note comme bon point le retour de la croissance, si on peut le dire ainsi, de 2% en 2020. L'on passe à 6,5% et donc l'économie est relancée. Cela grâce à des facteurs liés notamment à la résilience de l'économie, mais aussi à la relance de l'économie mondiale de façon générale. On va dire qu'au niveau national, cet acquis est dû aussi à différents éléments qui relèvent de la mise en œuvre des différents plans, notamment les plans nationaux de développement, le PS-Gouv, mais aussi le plan de soutien économique, social et humanitaire, disons économique également, qui a été élaboré en soutien à l'économie face à la crise de Covid. Alors donc on retient que la crise de Covid, un peu comme dans tous les pays, a fortement impacté cette économie-là. Pour vous, quels sont les grands acquis de la Côte d'Ivoire sur le plan économique en 2021? En 2021, pour moi, le premier acquis, c'est la relance économique. Parce que lorsque vous êtes confronté à une crise sanitaire, comme a été confronté l'ensemble des pays, et que de 2% en 2021, vous passez à 6,5% de 2% en 2020, vous passez à 6,5% de taux de croissance en 2022, c'est déjà une prouesse, c'est déjà un bond que je qualifie de qualitatif et de quantitatif. Maintenant, ce qu'il est important de noter, c'est que l'année 2021 aussi a été caractérisée par la crise du délestage. Cette crise du délestage a eu des effets vraiment très négatifs sur la croissance économique. Et il y a aussi quelques remous sociaux, notamment la grève des 3000 docteurs et non recrutés. Et ce qui pose aussi la problématique de l'employabilité des jeunes en Côte d'Ivoire. Raison pour laquelle j'ai beaucoup apprécié l'intervention du président de la République en ce qui concerne ces différents axes stratégiques, parce qu'il a parlé de l'employabilité des jeunes. Mais je pense que dans un État qui se veut construire un tissu économique fort et solide, et ça passe forcément par l'emploi des jeunes. Parce que c'est quand les jeunes ont un travail, on pourra dire que la richesse est créée. Figurez-vous qu'en Côte d'Ivoire, une personne qui travaille, c'est au moins 5 personnes derrière. Et c'est autant de facteurs qu'il faut régler. Hormis ça, si je dois encore me replonger dans le discours du président de la République, il parle de la volonté de transformation de l'économie de la Côte d'Ivoire. C'est vrai que c'est des chantiers qui n'ont pas été impulsés en 2021, mais annoncer ça déjà, je pense que c'est de bons auspices, c'est déjà une bonne base pour l'année 2022. Mais permettez-moi de rebondir sur ce point. Quand on parle de transformation de l'économie nationale, de l'économie locale, est-ce que ce n'est pas un slogan politique? Ça fait pratiquement 10 ans que le président de la République ou les autorités disent transformer cette économie et chaque année c'est la même chose. Est-ce qu'il y a des étapes de progression? Vous sentez quelque chose? Bon, d'abord, ce qu'il est important de noter, c'est la volonté politique. Parce qu'aucun projet ne peut être mis sur pied, aucun résultat ne peut être perceptible sans volonté politique en amont. Donc, quand on parle de transformation de l'économie, il a mis l'accent sur la transformation des matières premières locales.
Bon, peut-être à quel point, à quel niveau cette transformation va s'opérer. Quels sont les mécanismes de cette transformation? Quels sont les outils qu'il met en place, outils juridiques, économiques, financiers, humains qu'il met en place pour aboutir à cette transformation? Est-ce qu'il a déjà mis en place un comité restreint qui va travailler cette transformation? Donc, c'est autant de questions. Vous voyez, c'est une annonce qui suscite plusieurs problématiques. Parce que quand vous êtes un pays qui produit environ, je dirais, plus de la moitié du cacao mondial et que votre économie est essentiellement basée sur la vente de ce produit, alors qu'on sait que ce produit il est en proie à une fluctuation des coûts avec la crise de la Covid. Et quand le président de la République, le premier magistrat, dit qu'il parle de transformation de l'économie, ça veut dire qu'il a certainement un plan. Mais ce plan-là n'a pas été déroulé. C'est ce qui nous reste sur notre fin. Ce plan-là n'a pas été mis en place. J'aurais voulu que dans ce discours, ils nous disent voici comment est-ce que cette transformation va s'opérer sur les 3 années qui restent pour son mandat. Voici les efforts qui seront faits en termes de transformation. Voici le nombre d'emplois qui seront créés. Rien n'a été fait. Ce n'est qu'un discours. Nous attendons l'effectivité. Nous attendons l'effectivité de la chose. Vous attendez l'effectivité de la chose comme tous les Ivoiriens. Revenons sur la question justement du café-cacao. On a vu il y a quelques mois la Côte d'Ivoire et le Ghana, 2 pionniers quand même en matière de cacao culture, se mettre d'accord pour fixer un prix commun de vente face aux multinationales. Et en 2021, justement, le Ghana fixe un montant pour sa campagne, la Côte d'Ivoire fixe un autre montant pour sa campagne. Qu'est-ce qui peut justifier cette divergence de prix entre ces 2 pays qui ambitionnaient vraiment d'homologuer leurs tarifs? D'accord. Avant de répondre directement à cette question, je voudrais revenir à un point qui a été évoqué tout à l'heure qui concerne la question de la transformation de l'économie. Sinon, aujourd'hui, la mécanisation de l'économie ivoirienne. Je pense que ce n'est pas une question nouvelle. Ce n'est pas une question nouvelle. Je pense que même depuis l'arrivée, depuis la session au pouvoir du président Alassane Ouattara, cette question a toujours au centre des préoccupations. Mais il faut dire que on voit très peu d'actes. Il faut le dire. Dire aujourd'hui que dans son discours, il annonce la transformation de l'économie comme une priorité, c'est comme si cette question n'avait jamais été au centre de ses préoccupations. Or, à regarder le PND précédent, c'est le PND 2012-2020, cette question était vraiment la question de l'industrialisation et faisait partie des questions prioritaires. Voilà, ça faisait partie des priorités. Et donc, comme M. Kouadio l'a dit, il s'agit aujourd'hui de dire comment on passe des discours à l'état pratique de la transformation de l'économie. Ce n'est pas l'État qui va construire les entreprises. Donc, quel mécanisme sera mis en place pour que le privé soit capable de construire des entités qui vont passer à la transformation effective des produits, des matières premières qui sont produites. Et la Côte d'Ivoire est première au niveau de différentes spéculations, premier producteur. Aujourd'hui, si on passe à la transformation de ces produits, cela va apporter une plus-value énorme à l'économie nationale. La question de la mécanisation de l'agriculture, qu'on dit toujours est la mamelle de l'économie ivoirienne, la question de la mécanisation de cette agriculture est vraiment essentielle. D'autant plus que si on continue de cultiver comme l'ont fait nos grands-parents, et on veut avoir une agriculture performante, cela sera très très difficile. Il faut passer à une étape où aujourd'hui on arrive à des rendements qui sont 10 fois, 100 fois plus importants, ce que c'est possible ailleurs, des études le montrent. Il faut arriver à mécaniser cette agriculture, à permettre aux producteurs d'utiliser d'autres moyens pour arriver à produire et qui voient qu'effectivement on peut
certainement mieux vivre de son activité que de chercher à venir forcément rester dans une activité qui ne rapporte pas vraiment à Abidjan. Pour revenir à la question du café cacao, je pense que la différence de prix entre les deux États, c'est-à-dire la Côte d'Ivoire et le Ghana, le ministre du budget et du portefeuille de l'État, M. Moussa Sanogo, qui avait été interpellé sur la question par les députés lors du vote de l'examen du projet de loi portant budget de l'État pour l'année 2022, avait répondu en soi que dans la structuration de prix, il ne fallait pas regarder de façon mécanique les chiffres qui sont donnés par les différents États, parce qu'il faut tenir compte aussi du niveau d'inflation qui est très différent entre les deux États, qui tient de la différence de monnaie entre les deux États. Donc le CFA et le CEDI, le pouvoir d'achat au niveau de la Côte d'Ivoire et le pouvoir d'achat au niveau du Ghana. Donc expliqué comme ça, je pense qu'on peut comprendre que la différence de prix ici n'est pas vraiment importante entre les deux partenaires qui ont décidé de se mettre ensemble pour essayer d'obtenir en tout cas des industriels et de toute la chaîne même de la commercialisation du cacao, de meilleurs prix, des prix qui sont vraiment mieux bénéfique pour les populations et les agriculteurs. Rémunérateurs pour les agriculteurs. Alors justement, quand on entend un peu ce qui se fait sur le volet de l'agriculture, qui est quand même un élément central de nos économies en Afrique, et quand on regarde le climat des affaires, le secteur privé qui doit vraiment investir et porter ce développement économique sous nos cieux, comment est-ce que vous appréciez l'évolution du climat des affaires? Est-ce propice aux investisseurs de venir? Merci, M. Soumoro. Je pense que le climat des affaires en Côte d'Ivoire est favorable et propice aux investisseurs. Et le dernier rapport Doing Business mentionne que la Côte d'Ivoire fait partie des 10 pays réformateurs et la Côte d'Ivoire fait partie des 50 pays où il fait bon investir. Et je pense que cette volonté-là de l'État de Côte d'Ivoire s'est affichée clairement à travers la création d'un secrétariat d'État rattaché à la primature depuis 2018 qui est chargé de gérer les questions d'investissement. Donc, c'est déjà quelque chose de concret, c'est déjà quelque chose de palpable. Et je pense qu'il faut aller encore un peu plus, il faut pousser encore un peu plus le bouchon parce que aujourd'hui en Côte d'Ivoire, les investissements posent un véritable problème, surtout pour les populations qui vivent en Côte d'Ivoire, les Ivoiriens eux-mêmes. Parce que pour investir, il va falloir accéder au capital. Je crois que l'État devait pouvoir créer un cadre de sorte à ce que les populations de Côte d'Ivoire, le président de la Côte d'Ivoire, dans son discours, a dit qu'il veut faire émerger les champions nationaux. Mais un champion national ne peut pas émerger s'il n'a pas de capitaux nécessaires. L'État doit créer les conditions de sorte à ce que des Ivoiriens puissent se lever pour investir. Aujourd'hui, la question de l'accès au capital est très problématique. Même quand vous avez le capital, il faut avoir la technologie, il faut avoir un site industriel. Donc, c'est autant de problématiques qu'il faut régler. Il ne faut pas oublier aussi qu'il y a la question administrative de création d'entreprise. Certainement, on nous a dit que le CPC est un guichet unique qui permet d'avoir une entreprise en 72 heures, mais des informations menées sur le terrain montrent que ce n'est pas vraiment évident, qu'il y a encore des lenteurs administratives. Il va falloir que l'État de Côte d'Ivoire puisse simplifier ces différentes procédures de sorte à ce que la création d'entreprise puisse se faire en un laps de temps, en un temps record. Alors, simplifier la création d'entreprises, mais on nous parle aussi beaucoup de corruption et c'était tellement flagrant durant cette année que c'est revenu dans l'un des points fondamentaux du président de la République lors de son discours. Dans son point 3, il a décidé vraiment de mettre l'accent sur la bonne gouvernance et la lutte contre la corruption. Alors, comment vous voyez ce projet être mené? Comment lutter contre la corruption en Côte d'Ivoire? Comment réussir en 2022? Il faut déjà saluer la décision du chef de l'État qui là encore n'est pas une décision nouvelle, il a toujours proclamé la bonne gouvernance. Si aujourd'hui on arrive à une étape où effectivement on arrive à déceler des failles dans la gestion des entreprises, cela est déjà à saluer, même si on est loin d'un niveau qui serait satisfaisant où ces entreprises-là pourraient
dans leur fonctionnement, apporté beaucoup à l'économie nationale. Aujourd'hui, les différents audits qui ont été menés ont montré qu'il y a des choses qui ne vont pas. Une première vague de 2019 qui a concerné des entreprises comme la Sotra ou encore, je crois, l'AIGF et tout ça, cette première vague, il y a eu des éléments qui ont permis, par exemple, à la justice de mener des actions. Ces actions ont fait grand bruit dans la presse, mais je dois dire que on reste encore sur notre faim. Nous restons sur notre faim parce que quand l'audit est mené et que les résultats sont là, quand bien même ce sont les autorités, c'est-à-dire qui ont la primauté sur le contenu de ces documents, quand on sait, quand il est avéré que des dirigeants sociaux se sont adonnés à de la malversation, ils ont pillé les deniers publics, il faut en règle avoir une ligne de conduite qui soit unique, qu'il n'y ait pas ceux qui vont à la Maca et puis ceux qui échappent totalement au système judiciaire. Voilà. Alors justement, en parlant de ceux qui échappent à la MACA, la maison d'arrêt de correction d'Abidjan, c'est-à-dire ceux qui vont écoper de sanctions, je voudrais demander, quand le président de la République dit qu'il va initier des prix pour récompenser ceux qui gèrent bien, qui mettent l'État au-dessus de tout, mais rien n'est dit pour ce qui sera fait pour ceux qu'on va attraper, par exemple, pour ce cas de malversation. Et ça dit qu'on est dans un système, on encourage ceux qui font bien et ceux qui font mal, ils n'ont rien à craindre entre griffes. Bon, je crois que nous disons pratiquement la même chose. Aujourd'hui, il y a différents prix déjà qui récompensent ces entreprises-là qui font des efforts de gestion. Je sais que au niveau des entreprises publiques, le résultat net de ces entreprises-là a été multiplié par 9 entre 2018 et 2020 grâce aux actions initiées par le ministre du Budget et du Portefeuille de l'État à travers la Direction générale du Portefeuille de l'État. Alors ces actions-là permettent d'améliorer la gestion des entreprises. On voit des entreprises qui étaient carrément au rouge, dont le voyant passe peut-être 1 ou 2 années après au vert. Le cas par exemple de la BNI qui a été cette année lauréate du prix d'excellence de la bonne gouvernance. Tout cela est bien, mais bien évidemment, quand des dirigeants sociaux ont été épinglés, il faut que la justice puisse suivre son cours et que cette question soit vraiment dépolitisée. Parce que l'impression que nous avons, c'est qu'on n'arrive pas à faire le pas pour dire que quelqu'un qui a commis des malversations, mais peut-être parce qu'il est très important dans la machine, on ne peut rien contre lui. Si le peuple a cette impression, quel que soit ce que le chef de l'État va faire, on aura toujours cette impression que, bon, écoutez, on prend peut-être ceux dont on est fatigué de la collaboration, on les met en prison, puis les autres, bon, on leur dit, bon, tu as assez bouffé, va te reposer, va bouffer ce que tu as pu amasser. Et cela donne une très mauvaise impression. Quoique l'intention est bonne, toutes les actions qui sont menées sont encouragées. Le ministre de la lutte contre la corruption, M. Epiphane Zorobalo, il fait beaucoup, mais l'efficacité des actes, vous en attendez encore plus. Désirer parce et vous aussi, permettez-moi de rebondir parce que je vous vois réagir. Au niveau de la corruption, on a dit les audits et après, pour vous, comment cette corruption doit être jugulée en 2022 pour vraiment espérer bénéficier? Moi, je pense qu'il faut laisser la justice faire son travail. Parce qu'il est inconcevable que dans un État, on puisse parler d'audit
et ces 2 dernières années-là. Bon, peut-être que les audits se faisaient et que ce n'était pas rendu public. Mais moi, je pense que quand un audit se fait, la population a le droit de savoir ce qui a été fait en termes de résultats. Je sais que chaque année, l'inspection générale d'État fait un bilan au président de la République. Mais bon, est-ce que ce bilan-là est mis à la disposition des populations? C'est la question qu'il faut se poser. Maintenant, pourquoi est-ce qu'avoir une catégorie de personnes qu'on sanctionne et une autre catégorie de personnes qu'on ne sanctionne pas? C'est encore une autre problématique. Est-ce parce que l'administration est politisée? Est-ce parce que ce sont les intérêts politiques qui priment sur les intérêts sociaux, sur la vie de la nation? Et on a vu plusieurs audits au niveau du FDFP, au niveau du FED. En fait, c'est des montants pharaoniques qui ont été volés. C'est des deniers publics, alors que bon, quand vous vous promenez ça et là en Côte d'Ivoire, il y a encore des problèmes sociaux de développement. Donc, des sanctions doivent être prises, des sanctions exemplaires. Parce que c'est la sanction qui permettra aux populations de prendre conscience, qui permettra aux autorités de prendre conscience. Mais s'il n'y a pas de sanctions, les gens se disent, mais c'est le système, et puis bon, il y a l'appareil politique qui est là. Donc les gens s'agrippent plus sur l'appareil politique que sur les sanctions. Mais tout ça, c'est parce que l'administration publique est politisée. Alors parlons de sanctions, le président a été ferme, il a dit la justice, la loi va s'appliquer dans toute sa rigueur, en tout cas en 2022. Nous attendons de voir. Nous attendons de voir. Alors nous arrivons pratiquement au thème de cette émission. Si on doit parler de perspectives pour 2022, c'est vrai que le président de la République a donné ces 3 grands axes prioritaires: la transformation structurelle de l'économie, l'insertion professionnelle des jeunes filles et en tout cas l'intégration professionnelle des jeunes, et aussi la lutte contre la corruption. Mais pour vous, personnellement, quelles devraient être les priorités pour 2022 en matière d'économie en Côte d'Ivoire? Les priorités en matière d'économie, je pense qu'il faut rester dans le cadre fixé par le chef de l'État. Ces priorités sont essentielles, notamment la lutte contre la corruption, on l'a évoqué, la transformation de l'économie et l'emploi jeune. Il est évident qu'on ne crée pas d'emploi jeune si on n'a pas un tissu économique qui est dense, qui est assez fort pour absorber le flot de jeunes qui sortent chaque année des écoles et universités. Alors, pour moi, il faut que l'État arrive à renforcer les actions qui sont menées aux différents niveaux, même en termes de construction des infrastructures, parce qu'on a l'habitude de le dire, on banalise souvent dans les causeries que est-ce qu'on mange les routes, est-ce qu'on mange les ponts? Mais sans pont aussi, il n'y a pas d'économie, parce que parfois, on peut perdre d'énormes ressources juste parce qu'on n'a pas pu arriver à temps à un rendez-vous. Et donc, c'est essentiel. La construction des hôpitaux, c'est essentiel. Il faut arriver à le faire. Il faut ouvrir plusieurs centres hospitaliers régionaux ou universitaires, comme ça a été le cas en 2021 à Boissot. Il faut en ouvrir ailleurs. Il faut renforcer les plateaux techniques de sorte à ce que la population puisse se soigner correctement. Et personnellement, une question qui me tient à cœur, c'est la question de la couverture maladie universelle. Alors pour cette question, je dirais que ma proposition à l'État, qui a bien pensé la mise en œuvre de ce programme, c'est de voir aussi de voir le projet sous un autre aspect. Aujourd'hui, on commence avec les fonctionnaires et les travailleurs du privé. Si on doit faire aujourd'hui le point, je crois qu'on trouvera un pourcentage négligeable de personnes venant du secteur informel qui puissent être aujourd'hui inscrites donc à la CEMU. Alors, je voudrais rappeler que sous l'Ancien Régime, pour le même programme qui n'avait pas le même nom 7, il y avait un mécanisme qui avait été utilisé, qui était par exemple de faire payer la souscription des producteurs de cacao par
la structure qui gérait la filière cacao, donc aujourd'hui, fait payer la souscription des producteurs de cacao par le Conseil du café et du cacao. Fait payer la souscription des producteurs d'anacards par le Conseil du coton et de l'anacards, ceux de l'EVA, le palmier à huile et l'EVA. Alors il y a une structuration comme ça permettrait tout de suite de prendre en compte une base beaucoup plus large de la population ivoirienne, et pour le chef de l'État qui fait du social la base de sa politique, je pense que cela pourrait apporter énormément. Donc on retient que vous souhaitez vraiment que la couverture maladie universelle soit beaucoup plus élargie et plus pragmatique pour les populations du monde informel, du secteur informel, si on peut le dire ainsi. Tout à fait. Alors aussi une question, nous espérions avec le temps que nous allons aborder la question du métro d'Abidjan, maintes fois reporté, on ne sait plus à quel moment ce projet ambitieux va sortir de terre. On a vu à Dakar le train express régional qui est maintenant opérationnel. Le transport, c'est aussi un volet important. L'éducation, aussi un volet important. Donc ce sont des aspects associés à tout ce que vous venez de dire qui pourront vraiment permettre à cette économie de se relancer comme il se doit. Merci encore, M. Kwame Alinsel. Je rappelle que vous êtes consultant en développement. C'est moi qui vous remercie. M. Emmanuel Akani, directeur de publication du site Minute Eco. Merci en tout cas pour votre contribution et nous espérons vous recevoir sur ce plateau très bientôt pour un autre sujet. Merci. Mesdames et messieurs, c'est ici que se referme cette émission Éco-Débat consacrée à la Côte d'Ivoire et à la relance économique de ce pays phare de l'Afrique de l'Ouest. Vous pourrez retrouver cette émission sur notre site internet www.mediantv.com. Agréable suite de programme sur nos antennes.